de l'auteur, du président du centre, Germain Kambinga. Nous aurons ensuite le mot de critique, parce que vous savez, c'est un ouvrage d'esprit. Il faut qu'il y ait aussi une critique. Elle sera dite par M. Eugène Pandolo. Et ensuite, nous irons au jeu de questions-réponses avec les journalistes. Et puis après, nous allons faire une séance de dédicace du livre et ce sera la fin de la manifestation. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais que vous preniez Heidegger, c'est un grand penseur qui est d'ailleurs le mentor d'un autre penseur très connu dans le domaine des études du pouvoir, qui est Hannah Arendt, fait la distinction entre souveraineté et liberté et considère que la souveraineté a une plus grande profondeur en termes de généalogie, parce qu'elle intègre l'idée même du libre arbitre. La liberté sans souveraineté est possible, mais la souveraineté sans liberté n'est pas possible. Vous prenez 2005, on est libre d'aller dire oui ou non à la Constitution, mais on est conditionné par un environnement politique qui aliène notre souveraineté. Premièrement, le texte est une émanation de l'extérieur, à travers des forces politiques intérieures stipendiées à cet effet. C'est ça l'histoire de notre pays. Le RCD par le Rwanda, le MLC par l'Ouganda, la partie gouvernementale qui est le cheval de Troie d'une communauté internationale qui veut reprendre la main sur le Congo. C'est tout cela qui fait sortir notre constitution en termes de texte. Le constituant dérivé de l'époque n'a aucune légitimité. Ce sont ces groupes-là qui constituent l'Assemblée nationale et qui mettent des commissions en place. Ensuite, le constituant originel qu'est le peuple est conditionné. En fait, on lui dit, écoutez, vous n'avez pas trop le choix. C'est ça qui va permettre au pays de se remettre sur le rail. Donc, il y a une espèce de liberté, j'ai presque envie de dire, conditionnelle qui accorde au peuple. Donc, il y a une liberté, mais il n'y a pas de souveraineté. C'est ça la thèse d'Heidegger. Donc, quand vous dites que le changement de la Constitution peut avoir pour effet, en réalité, et je l'ai dit, c'est ça la crainte d'une certaine opposition. Et je ne vois pas pourquoi ils craindraient cela, pourquoi ils craignent un adversaire plutôt qu'un autre, puisqu'en définitive, le seul juge, c'est le peuple congolais. Moi, j'ai une confiance absolue au peuple congolais. Vous savez, en 2018, j'étais membre de la conférence des présidents et j'étais dans l'équipe de campagne parmi le petit groupe vraiment stratégique autour du président Kabila pour la réélection du dauphin, celui qu'on appelait Emmanuel Ramazani Shadari. Et si vous vous remettez dans le contexte de l'histoire, personne n'aurait parié 100 francs sur le changement de régime. Si on vous avait dit, en 2018, mettez vos économies, pariez sur la victoire de l'opposition, vous ne l'auriez pas fait. Parce qu'on était tous convaincus, effectivement, parce que c'est toujours comme ça, que le pouvoir va continuer. Shadari sera président. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a bien vu que vous pouvez avoir l'armée, les services de renseignement, notamment le caractère ou le mode de gestion du... Mais lorsque le peuple ne veut pas, il ne veut pas. C'est très compliqué d'aller au-delà de la volonté du peuple. C'est ce qui s'est passé dans ce pays en 2018. On a déjà vu un pouvoir installé perdre le pouvoir. Parce que le peuple s'était majoritairement et radicalement mobilisé pour le changement. Donc, on peut changer de constitution si le peuple ne veut plus du président Tshisekedi. Premier élément, le président Tshisekedi ne sera plus président. Si vous êtes opposant et que le peuple vous soutient, ne cherchez pas les élections par défaut, cherchez les élections par adhésion à votre vision. Vous gagnerez. Par ailleurs, moi je pense qu'il y a quand même une question qui se pose s'agissant de ce sujet-là et à laquelle ni vous ni moi n'avons de réponse. Qui vous a dit que le président Tshisekedi a envie de se représenter en 2028? Au moment où nous parlons, soit vous faites des procès d'intention, soit vous laissez l'histoire se dérouler, et vous vous battez alors, dans ce cas, pour que le processus électoral à venir, quel qu'il soit différent de ceux qui se sont déroulés avant, en 2006, 2011, 2018 et 2023.
pour avoir un processus qui garantisse avec encore plus de certitude la stricte symétrie entre les suffrages exprimés par le peuple et les résultats qui sont proclamés. Parce que le véritable enjeu, il est là. C'est de se dire, est-ce que la réforme constitutionnelle envisagée peut être un moyen qui garantirait ou qui nous garantirait un processus électoral encore plus transparent. Et qu'effectivement, moi, monsieur le grand opposant, qui pense avoir la majorité des Congolais du centre, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest avec moi, j'aurai la garantie d'être le prochain président élu de la République démocratique du Congo. Voilà la question de fond. Mais prôner le statu quo, c'est en fait faire la politique de l'autruche. Parce que, en l'état actuel, de toute façon, de notre architecture institutionnelle, constitutionnelle et textuelle, l'opposition ne peut pas gagner une élection. Parce que la prochaine CENI, si on s'en tient au texte en vigueur, sera, au regard du nombre d'élus à l'Assemblée nationale et au Sénat, composée plus que hier de manière déséquilibrée. On a plus de 450 députés issus d'un seul camp politique. Et les textes actuels sont clairs. C'est eux qui doivent composer la Commission électorale nationale indépendante. Ça veut dire en gros qu'ils vont envoyer des candidats qu'on dira sur le papier indépendants, mais qui en réalité sont choisis parmi les plus fidèles des présidents des groupes majoritaires de la majorité présidentielle. Ils vont en fait en mission. Merci beaucoup, Eugène, d'avoir pris ta matinée pour ce petit exercice. C'est un plaisir. Que nous offrons aujourd'hui à l'ensemble du peuple congolais. Mais avant toute chose, je voudrais dire que nous avons décidé de faire la présentation devant les hommes de presse que vous êtes de cet ouvrage, aujourd'hui, pas de manière naïve. Nous le faisons aujourd'hui parce que nous considérons qu'aujourd'hui, comme hier, peut-être même encore plus aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin de cohésion et de cohérence. Derrière son président de la République, qui, dans les circonstances particulières que traverse notre pays, se trouve être le commandant suprême de notre armée. Une armée en guerre contre le Rwanda et ses supplétifs. Une armée composée de jeunes gens comme vous, comme moi, qui, depuis plusieurs années aujourd'hui, tombent sur le champ d'honneur pour que nous retrouvions notre intégrité, donc notre dignité comme nation. Donc avant que d'aller plus loin, moi je souhaiterais qu'on observe quelques instants de réflexion intérieure pour rendre un hommage à tous ces militaires congolais qui, pendant que nous parlons, se battent pour notre dignité, pour notre intégrité. Donc, prenons quelques instants. Merci beaucoup. C'est un essai que j'ai rédigé et qui a été mis sous presse en février 2024. Mais évidemment, je n'avais pas souhaité le faire sortir à ce moment-là. J'attendais le moment propice pour le faire. C'est un essai qui, dans la tradition des essais, prend un sujet, l'aborde sans être exhaustif et présente en fait une vision, une thèse. Et ici, la problématique, pour moi, en tant qu'acteur politique congolais, ça a été de m'interroger sur les bénéfices de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo au regard du modèle de gouvernance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et d'ouvrir ainsi les perspectives de réflexion pour comprendre est-ce que nous avons des raisons d'espérer et à quelles conditions, effectivement, partant de ce modèle de gouvernance, nous pouvons espérer que notre pays puisse prendre son élan, prendre son envol ensuite et se mettre au diapason de ce qui est son destin naturel. Ça veut dire d'être
une puissance économique, une locomotive de développement et un havre de prospérité pour chacun des Congolais. Pour aborder le sujet, alors nous avons, dans le cadre de cet essai, structuré la réflexion en 10 chapitres. Nous avons réfléchi dans un premier temps sur la question du comment ce pouvoir est arrivé entre les mains de Félix Tshisekedi, le contexte historique, la controverse même autour de la légalité, de la légitimité ou non de son élection à la tête du pays, la polémique qui a pollué le débat à l'entame de son mandat et qui nous a fait perdre, de par l'opposition extérieure, ça veut dire la Mouka, et de l'opposition intérieure, ça veut dire le conflit permanent FCC-Cash. Regardant toutes ces contradictions de départ, nous avons voulu disséquer la problématique de l'entame du mandat pour sortir une vérité qui n'est que subjective. Ce sont mes arguments et ma conviction. Moi, je reste convaincu que le président de la République a effectivement gagné les élections de 2018. Je l'explique. Dans les 2 premiers chapitres, j'explique pourquoi cette controverse de départ a handicapé, si vous voulez, l'efficacité les 2 premières années de l'alternance démocratique. Ensuite, j'aborde dans le 3e chapitre ce que j'ai pu percevoir comme changement dans la gestion de l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que j'écris est le résultat d'une expérience. Ayant été un des membres du premier gouvernement dirigé par Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre de l'accord FCC-4, je parle ici du gouvernement Ilunkamba, j'ai été aussi ministre dans le gouvernement de Matata 2 et de Matata 3, donc à l'époque du président Kabila. Je pense avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir comparer, et c'est pour ça que dans ce 3e chapitre, j'aborde la question du changement de la gestion de l'État, comment ça se passait avant et quelle est sa méthode en réalité à lui, le président de la République. J'ai voulu également entrer de plein pied dans la polémique de cette manière de gouverner, et ça c'est au niveau du chapitre 4, dans le cadre du changement de l'institution président de la République. Je parle du président à visage humain, un choix, un modèle de gouvernance fait de proximité, fait de ses présences dans les mariages, dans les fêtes, dans les deuils. Je voulais montrer que c'était un choix de gouvernance qui n'était pas en contradiction avec la gravité que requiert le statesmanship d'une fonction comme celle du président, et qu'il était possible d'être très haut, là où on est président, et de rester humain. C'est le choix que le président de la République a fait, et j'analyse cela et je montre dans quelle mesure cela peut être également un mode de gouvernance empreinte d'efficacité. Dans le 5e chapitre, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, jusqu'au 10e, j'aborde des thématiques particulières autour des changements que j'ai pu observer à l'épreuve du pouvoir. Chapitre 6, je parle du virage diplomatique. Le chapitre suivant, j'analyse la diplomatie de la guerre et la problématique sécuritaire à l'est de la RDC. Au chapitre 7, la question sociale et économique, les changements, et ainsi de suite. Le chapitre 8, le changement à l'épreuve du pouvoir, bien sûr, ici j'aborde la question politique et institutionnelle. Et le chapitre 9 et le chapitre 10 sont le cœur de notre approche. Nous n'avons pas voulu faire de cet ouvrage une simple apologie du président de la République. Nous avons voulu en faire un élément de communication et de réflexion sur les potentialités qu'offre ce modèle de gouvernance, les perspectives donc qu'elles peuvent engendrer pour la République démocratique du Congo, mais nous intégrons également les limites et ce qu'il faut faire pour enjamber ces limites, sans lesquelles le président de la République, bien qu'ayant dans son modèle de gouvernance un potentiel, n'arrivera pas à entrer au panthéon de l'histoire.
j'intègre dans ce nouveau modèle de gouvernance la question fondamentale de l'implication forte des gens de notre génération, qui sont aujourd'hui au pouvoir avec le président Félix Tshisekedi. Je dis, notre génération a pris le pouvoir, elle a les manettes du pouvoir, elle a un accès et un accompagnement du président de la République, et il nous appartient de savoir comment est-ce que ce passage de relais il fait, parce qu'en réalité, le président de la République, dans son modèle de gouvernance, si vous êtes de fins analyses, vous voyez bien qu'il est en train de passer le relais entre sa génération politique et la nouvelle, qui est constituée de cette tranche d'acteurs politiques que vous voyez au sommet de l'État. Ils ont entre 30 et 55 ans. C'est un fait marquant du système de gouvernance du président Tshisekedi, c'est de se mettre en rempart avec la toute-puissance de l'État contre les pressions politiques pour permettre l'émergence d'une nouvelle génération politique. Ils sont en fonction, ils sont comptables de la réussite à venir ou des échecs possibles du président de la République. Ils sont au sommet des partis politiques, ils sont ministres d'État, ils sont premiers ministres, chefs d'institution. C'est une nouvelle génération politique. Ils portent au-delà des impératifs habituels du poids politique. Regardez ceux qui occupent les plus hautes fonctions de la République. À quelques exceptions près, que vous preniez la présidence du Sénat, que vous preniez la composition du gouvernement, en termes de postes régaliens, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Justice, ministère des Finances. Hier, on parlait d'un Premier ministre de 43 ans. Les chefs de parti qui ont moins de 40 ans et des partis qui ont pignon sur eux, des partis autour du président de la République, des nouveaux groupes politiques. Donc c'est un modèle de gouvernance qui montre qu'il y a cette volonté du chef de l'État d'être le passeur de génération. Maintenant, notre génération, et c'est ce que je dis dans ce livre, comme propos conclusif, doit être soit à la hauteur, parce que nous qui ne sommes pas à la table de la gestion, nous n'aurons plus de discours si eux, ils échouent. Parce que nous étions tous ensemble à critiquer, nous étions tous ensemble à rêver d'un grand Congo, et maintenant, la génération qui est la nôtre a la possibilité de faire ses preuves, de doter la par une espèce de démocrature. Ça veut dire une démocratie de façade, mais qui en réalité a comme ressort la force. On place nos gens à la Commission électorale nationale indépendante. Ces gens nous doivent des fidélités et nous permettent de construire des féodalités politiques qui mettent en exploitation permanente les intérêts de la République. Donc si l'opposition veut gagner, elle doit se départir de cette faiblesse stratégique et se concentrer sur la poursuite de la proie. La proie, c'est le pouvoir. Et d'arrêter de suivre l'ombre. L'ombre, c'est Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. 2024, je n'ai pas voulu le faire avant la sortie du gouvernement. Parce que je ne voulais effectivement pas, comme l'a souligné Jeune, on est malheureusement pour nous dans une société qui consacre la défaite de la pensée et toute réflexion intellectuelle est tout de suite ramenée au bas des pâquerettes dans les caniveaux, et je ne voulais pas dévoyer ma réflexion. J'ai voulu faire cela à un moment où, de mon point de vue, le gouvernement serait installé, le président présiderait, le gouvernement serait en mode gouvernance, le Parlement en mode législatif, et qu'il n'y ait plus d'enjeu précisément pour laisser les gens la liberté de lire de façon claire et ainsi d'apporter ma contribution. C'est plutôt le contraire. Et vous m'informez que malheureusement pour moi, il semblerait que le gouvernement très jeune, il n'a que 6 mois, comment est-ce qu'il peut y avoir un remaniement après 6 mois? C'est pas possible, ça m'étonnerait de toute façon. Je pense qu'il faut au minimum un délai d'une année à un gouvernement. 6 mois, ils sont là depuis la fin du mois de mai. Bon, je ne pense pas que je ne sais pas tout de comment fonctionne
le gouvernement actuellement, mais il me semble quand même assez prématuré. C'est pour ça que nous le faisons maintenant. Oui, il y a une raison, et je l'ai dit dès le départ, nous sommes en guerre. J'ai décidé de le faire aujourd'hui précisément parce que nous sommes plus que jamais en guerre et qu'il faut, et c'est ma conviction, que l'ensemble du corps social euh, fasse bloc derrière le président de la République, qui est le commandant suprême. Je vois une certaine opposition qui fait preuve de ce patriotisme à la carte, selon leurs intérêts, qui voudrait laisser penser qu'une guerre peut se gagner sans son commandant suprême, alors que la logique de toute armée, c'est une logique verticale. C'est le commandement incontestable. La République démocratique du Congo est une nation en guerre. Si le président de la République a eu 73%, peut-être plus de voix, c'est parce que ce peuple, moins instruit que nous, l'élite, a, comme le soulignait Montesquieu, démontré qu'il ne pouvait pas se tromper parce que précisément il n'était pas suffisamment instruit. Montesquieu le dit, j'aime les paysans parce qu'ils ne sont pas suffisamment instruits pour se tromper. Et ils nous ont montré qu'ils n'étaient peut-être pas aussi instruits que nous, mais qu'ils ne se trompaient pas. Qu'ils savaient que, comme dans nos villages, lorsqu'il y a une guerre, on se met en groupe derrière le chef qui dirige la guerre. Aujourd'hui, cet ouvrage est présenté à l'opinion à travers vous, les journalistes, pour éveiller la conscience solidaire et patriotique de chacun de nous. C'est d'abord ça la raison. Pour dire, moi, j'assume de mettre mes propres ambitions au tiroir et je ne regarde, dans ce moment précis de l'histoire de notre pays, que la solidarité qui doit être la mienne vis-à-vis de notre armée, qui a un commandant suprême qui se trouve être président de la République. J'essaye de donner, à travers cet ouvrage, des raisons à l'opinion publique de faire confiance à l'homme qui nous dirige, parce que pour l'instant, on n'a pas d'alternative de toute façon. C'est lui qui doit nous faire gagner cette guerre. Nous devons nous mettre en ordre de bataille. C'est également une manière de galvaniser nos troupes, de leur dire qu'il n'y a pas dans ce pays que des politiciens qui veulent vous diviser. Il y a aussi dans ce pays des hommes qui peuvent ne pas avoir des besoins immédiats. Moi, je ne le fais pas, je n'aime pas quand j'aborde ce type de sujet, mais je suis désolé. Moi, j'ai organisé mon parcours politique pour que, au stade où je suis, 20 ans après, je ne sois pas sujet à un procès sur mon engagement politique qui se ferait pour des moyens de vivre. Non, moi je fais la politique pour des raisons de vivre. Et je me suis donné les moyens d'avoir cette liberté de faire la politique pour des raisons de vivre, pas pour des moyens de vivre. Je ne suis pas un ascète, je ne suis pas un stylite, un gymnosophiste, je ne suis pas un homme du renoncement. Donc je me suis organisé 20 ans durant pour que le moment venu, quand j'aurai atteint le stade de ma maturité politique, je sois à même d'assumer ma liberté. Donc rassurez-vous, je ne suis pas à la recherche d'un positionnement pour des moyens de vivre. Moi, je travaille pour des raisons de vivre. Et aujourd'hui, la raison de vivre de ma nation, la raison de survie de ma nation, me commande de dire au peuple congolais qu'il n'y a aucune nation en guerre qui s'organise pour sa division interne et qui affaiblit son commandant suprême. Aujourd'hui, nous sommes engagés sur le front du Massissi. Qui doit nous amener à la victoire? Est-ce qu'il y a une armée qui peut avancer sans qu'il y ait quelque part quelqu'un au niveau de l'Union africaine qui donne des ordres, qui fait des arbitrages sur des décisions stratégiques et essentielles? Non. Donc on ne peut pas se départir du soutien au président de la République dans une situation de guerre. Ce n'est pas une question périphérique, c'est une question centrale et de bon sens. Il n'y a aucune victoire dans l'histoire de l'humanité sans qu'il y ait de la force donnée ou d'accompagnement au commandant suprême. Si nos politiciens de l'opposition peuvent nous donner un seul exemple dans l'histoire du monde où ils ont vu une guerre être gagnée sans qu'il y ait un commandement vertical,
nous sommes disposés à prendre les leçons en toute humilité. Mais pour le moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire chaque Congolais doit apporter sa contribution à la cohésion nationale. Et il ne peut pas y avoir de cohésion nationale en temps de guerre si nous passons nos journées à affaiblir le commandement de l'armée. Et le commandement de l'armée, dans sa verticalité, commence au sommet par le président de la République. C'est le mandat que nous, peuple congolais, nous lui avons donné. Donc la sortie de ce livre aujourd'hui, c'est pour solidariser le peuple congolais derrière la chaîne de commandement militaire et au sommet, son commandant suprême. Voilà pourquoi ce livre, je le mets aujourd'hui à la disposition du public. Voilà la raison fondamentale. Et c'est important de le retenir. C'est important pourquoi? Je voudrais faire un petit détour historique. Vous vous souvenez que dans ce pays, après le 2 août de 1998, les Rwandais ont essayé de déstabiliser le régime du président Laurent Désiré Kabila. Ce régime n'avait qu'une année d'existence. Il héritait d'un territoire éclaté, d'institutions déliquescentes. Mais qu'est-ce qui sauve le Congo à ce moment-là d'une domination rwandaise? C'est le patriotisme. De l'armée, dans sa vaillance et dans son courage, mais surtout du peuple congolais, solidaire derrière son chef. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner contre les Congolais. Ils sont arrivés à Massina. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rencontré un peuple résolument derrière son chef, derrière l'intégrité de son territoire, qui était en lui-même, ce peuple, une armée. Mais pour arriver à cet état d'esprit, je ne vais pas demander, comme à l'époque de M. Kabila, une interdiction de fonctionnement des partis politiques. On ne peut plus le refaire. Quoique, on se demande, quand on voit certains discours face à la guerre, si on n'est pas un peu irresponsable, nous les politiciens. Nous, ce que nous voulons, c'est que cet état d'esprit je suis dessus ministre du Sport et au cas de nos activités. En termes de changement de la Constitution, si le peuple souhaite voir continuer au-delà de ces deux mandats, il ne se posera aucun problème. C'est le peuple de décider. La question de savoir est-ce que vous partagez ce point de vue-là. En termes de changement, si le peuple souhaite renouveler ou un nouveau mandat au chef de l'État, ce sera au peuple de décider dans sa souveraineté. Deuxième question, c'est en lien justement avec le changement qui est promu dans votre ouvrage, suivi également des acteurs politiques majeurs, et encore M. Marco. Le Congo n'a pas de problème de texte, c'est plutôt les problèmes d'hommes. Votre avis, le problème d'homme, le problème de texte, ou encore, est-ce qu'il est en façon de vivre la situation ça va changer. D'un point de vue d'un expert que je cite, le prof Okomba, tout point de vue est une vue à partir d'un point, dans un environnement où il y a plusieurs points. Et donc, il est normal que Germain Kaminga puisse avoir son point de vue sur cette question. Ceci implique le regard que l'on a sur un fait, l'opinion que l'on se développe sur le même fait, sont tributaires de nos substrats culturels, structurels, idéologiques, personnels. L'auteur ici est un acteur politique, comme on le sait, ayant un bagage idéologique, culturel et jouissant par ailleurs d'une conviction politique, mais qui s'habille des lunettes de l'objectivité scientifique et républicaine pour observer et partager son jugement de la scène politique à laquelle lui-même appartient.
D'emblée, on le croirait illégitime car jugé parti, mais l'on se rend compte que la pensée politique est forgée par une réflexion politique et cette dernière est portée par les acteurs politiques qui, en plus de faire partie du jeu politique, ont le devoir d'évaluer l'environnement de ces jeux au regard des enjeux en présence. Dans cette optique, il s'agit d'observer un observateur acteur et de percer en filigrane les subtilités de son regard subjectif à la loupe de l'objectivité de la pensée républicaine. À l'instar de l'audace d'assumer ses idées qu'il a toujours caractérisées, l'auteur, sans peur d'être minorisé dans une arène politique où l'absence des analyses approfondies semble une règle, il s'adonne allègrement à cet exercice avant-gardiste. Quand on sait que les opinions sont soumises à une bipolarité extrémiste imprimée par la wengetisation de tout et de tous, au point de vue, d'une part, toute logique d'appréciation est estampillée Dialelo. Et d'autre part, toute réprobation est alignée du domaine de la haine ou de la frustration. Toute critique étant reléguée à une attaque méchante dans son sens péjoratif où le mot en RDC rime avec regard négatif et méchant, pas de juste milieu, pas de pensée indépendante, on se forge à la robotisation d'une pensée binaire tel un langage informatique codifié, soit on est warrior ou gaulois, soit point de suspension. J'estime donc le risque pris par l'auteur d'oser assumer ce qu'il pense avoir vu, saisi ou compris dans la réélection du président de la République au travers l'engouement tant de la population que de ses pairs chefs de l'État lors de son investiture. Ce livre, excusez-moi, on le passe entre quand il veut. Voilà, je disais, ce livre voilà. Ce livre est un débat ouvert sur l'approche de gouvernance en RDC à l'ère de Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que le reflet du bien de son premier quinquennat pour une projection vers l'avenir. Je disais le reflet du bilan de son premier quinquennat pour une projection vers l'avenir. Il serait donc un bas sentiment de considérer qu'il s'agit de façon simpliste d'un banal appel du pied d'un ancien ministre qui chercherait un repositionnement. Son mérite est d'exposer le fruit d'une réflexion soutenue autour de ces questions difficiles, pourtant indispensables, que la lâcheté voudrait que l'on se taise pour éviter d'être indexé ou stigmatisé. Je salue le courage politique et la maturité forgée au fil de son expérience dont fait montre Germain Kambinga. De l'avis de l'essayiste, l'éloge du changement qu'il fait de bout en bout de cet ouvrage à travers 8 de 10 chapitres qu'il contient n'est pas à dissocier d'avec celui qui incarne ce dit changement. Comme je le disais, le visage qui incarne le changement qui est en titre. L'auteur dresse un portrait du personnage du président qui met en exergue le patriotisme et l'humanité telle une recette d'une présidence au visage humain qui justifie l'harmonie d'un peuple dont la proximité d'avec son dirigeant est un socle du pacte profond de gouvernance. Du premier chapitre sur le petit détour historique expliqué, Germain Kambinga fixe ou refixe l'opinion sur plusieurs épisodes du parcours de Fachi et tente de corriger une version erronée de son profil, malicieusement méprisé par de récits malveillants. Le reste est une balade analytique de la perception du changement impulsé dans plusieurs domaines et secteurs, notamment la gestion de l'État, la diplomatie, l'économie, mais aussi la place accordée à la femme et à la jeunesse dans cette matrice du changement que l'auteur appelle de tout son vœu à l'hymne de la continuité. In fine, c'est l'audace de proposition que fait l'auteur en perspective qui donne tout son sens à cet ouvrage, car ceci montre que l'auteur ne considère pas Fachi comme un magicien,
qui connaît tout et qui dispose de la baguette magique pour une transformation spectaculaire de notre mère patrie, mais un digne fils du pays qui sort du lot dans ce contexte particulier qui incarne le mieux nos espoirs dans cette dynamique du changement que tous les Congolais appellent de leur vœu. J'ai pris plaisir à la lecture de ce 170 pages et j'invite tout compatriote qui aime le pays à lire sans passion et à tirer profit du débat que l'auteur nous propose de façon décomplexée. Ce visage incarne le changement dont il nous appelle à tous nous approprier pour la continuation. Donc, ça, je tenais à le dire d'emblée. Et sans plus tarder, je vais carrément entrer dans ma lecture. Vous serez assez indulgent avec moi parce que sur les téléphones que je vais faire ça. Je n'ai pas eu le temps d'imprimer. Donc, voilà, on va faire la lecture du mot à mot. Regard critique du livre. En acceptant de me livrer à cet exercice de lecture critique de cet essai de Germain Kambinga, qui aborde une question aussi délicate que celle de défendre le bilan du président Félix Tshisekedi et de le présenter comme menu du changement